ça tranquillement chez vous. Mais voilà, c'est ce genre de tableau. En fait, voilà, j'ai pas de GPS, mais j'aimerais bien faire la prépa intégrée et il faut que je sache en fonction de l'effectif que je choisis, l'impact qu'il va y avoir sur les seuils qu'on regarde. Donc j'ai dit tout ce qui est haute intensité lié au combat, tout ce qui est rythme, la vitesse moyenne, tout ce qui est haute vitesse et tout ce qui est accélération. J'aurais pu rajouter décélération, par exemple. Voilà, déjà un truc à améliorer. Donc ça, on a déjà beaucoup parlé. Au niveau des effectifs réduits, on sait que moins il y a de joueurs, plus il y a des données physiques intéressantes. Et après, j'ai spécifié, plus la largeur à gérer par joueur est importante, forcément, plus les données de course vont être énormes. C'est tout à fait logique. Mais moi, je me dis, bon, ok, tu es bien gentil avec tes jeux réduits, mais je fais du rugby à 15, donc moi, j'aimerais bien qu'on mette en place des situations à 15 contre 15. Donc là, ok, c'est là où je vous donne des petites solutions. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes capable, sur quoi on peut agir? Allez, lancement de jeu, par exemple. On sait que la situation de franchissement, ça va amener énormément de données physiques intéressantes, énormément de courses, énormément de vitesse, que ce soit pour le porteur de balle, la cellule de vie qui est proche, ou même les gens qui sont éloignés du ballon. S'ils veulent être dans la dynamique de l'action, il va falloir qu'ils se bougent pour y être. Donc, facile, vous êtes des entraîneurs experts, facile de créer une situation de franchissement sur un lancement de jeu. Les transitions aussi, voilà, ça veut dire que dans mon entraînement, quand il y a des changements de statut, je vais les jouer parce que ça offre souvent des opportunités d'aller chercher rapidement des espaces et donc des données de course assez intéressantes. Également, tout ce qui est jeu au pied. Donc, dès qu'il y a du jeu au pied, forcément, tout le monde doit courir. Ça, c'est automatique. Donc, c'est très facile. Voilà. Vous verrez qu'après, on peut décider où on lance le jeu sur le terrain aussi, ce qui pourra nous amener plus de jeux au pied. Mais en tout cas, je veux beaucoup de données physiques dans mon entraînement. C'est un entraînement que je veux haute intensité. Et mes lancements, je vais plutôt les organiser autour d'une situation franchissement, transition ou jeu au pied. Si je veux aller chercher plutôt des accélérations et beaucoup de contacts, je vais faire mes lancements autour des phases de fixation. Voilà, bosser mes relances de jeu. Et donc là, comme les joueurs sont souvent arrêtés, ils doivent recréer de la vitesse à chaque fois, donc beaucoup d'accélération et forcément beaucoup de contacts derrière. Et après, je peux aussi choisir de partir de phase statique, où là, pareil, l'impact sur les accélérations va être intéressant. Par contre, le reste des données va être un petit peu moins important, puisqu'il n'y aura pas trop de déséquilibre à ce moment-là. Après, je peux aussi, comme je vous l'ai dit, manager les règles au niveau du contact. Si je mets du contact réel, on sait que mes données de course, elles vont un peu chuter. Après, je peux organiser différents niveaux de contact. Par exemple, on peut bloquer et garder le contest, ce qui va un petit peu réduire l'intensité du contact et augmenter l'activité de déplacement des joueurs. Et bien après, je peux aller jusqu'à toucher ripé, donc on touche et après on essaie de contester le ballon, ce qui force le porteur de balle à trouver une solution pour faire vivre rapidement ou pour aller vers le toucher. Mais bon, là, c'est qu'on n'a aucun objectif de développer des actions de haute intensité de combat. Donc vous voyez, en gérant vos lancements de jeu et votre règle au niveau du contact, on peut déjà, même en jouant à 15 contre 15, aller chercher de la haute intensité. Après, même chose que pour les jeux réduits, il y a comment j'organise mes temps de jeu et mes temps de récup. Voilà, comme je le dis, je veux de la qualité, plus de récup que de travail. Je veux générer de la fatigue, plus de travail que de récup. Basique. Par contre, moins on laisse de récup, moins on a de qualité dans ce qu'on fait, donc la haute intensité va rapidement chuter. Donc, il faut faire attention à ça. On peut le faire varier de séance à séance ou même à l'intérieur de ces séances. On peut mettre le focus sur la vitesse au début d'entraînement et plutôt sur l'enchaînement de tâches, plutôt sur le côté énergétique sur la fin de l'entraînement. Et après, petit bonus, en fonction d'où vous allez lancer le jeu, forcément, ça n'aura pas le même impact au niveau physique. Si vous êtes en permanence dans votre entraînement au niveau de la zone de sortie de camp, donc dans votre propre camp, vous cherchez à en sortir, forcément, il y aura plus de jeux au pied, il y aura moins d'actions qui vont se jouer à la main, donc derrière, tout le monde va courir. On a nos chasseurs qui vont aller vraiment à haute vitesse et le reste de l'équipe qui va aller à haute intensité, ça c'est quasiment sûr. Si on joue plutôt à zone action, voilà, au milieu du terrain, forcément ça va beaucoup se déplacer, ça va beaucoup enchaîner, le rythme va être très important. Et puis si on est dans la zone de finition, la zone de marque, on sait qu'il y aura beaucoup moins de passes, beaucoup moins d'enchaînement de jeu avec de l'espace, et du coup ça va créer plus d'accélération et on va prendre beaucoup plus de contacts. Donc en manageant tout ça, vous pouvez jouer en rugby à 15 avec des objectifs de développement physique.
Du coup, vous allez me dire, ah, mais bon, t'es gentil, moi j'ai mon groupe très peu de fois dans la semaine, comment je m'y prends pour organiser tout ça? Bah, moi, je me mets à votre place. Si vous entraînez entre 2 et 3 fois par semaine, ce qui est quand même la majorité des clubs amateurs, je vous propose, moi, de vous organiser comme ça, sur l'utilisation des jeux réduits et du 15 contre 15 à haute intensité. Si vous jouez le dimanche et que vous avez des entraînements prévus lundi ou mardi, on sait qu'il faut bien 72 heures pour récupérer correctement d'un match. Je vous conseillerais plutôt de vous orienter sur des séances de rugby sans objectif physique prégnant, donc vraiment d'être là sur le développement technico-tactique, peut-être du jeu au poste aussi, enfin voilà, rugby basique. Par contre, votre cœur de semaine, mercredi, jeudi, là, c'est là où on va essayer de forger, de développer. Pourquoi pas mettre en place un rugby énergétique avec des séquences où vous pourrez vous inspirer de ce que je vous ai montré juste avant. Et puis, votre fin de semaine, voilà, que ce soit la veille ou l'avant-veille du match, là, vraiment, on va plutôt sur la stratégie, parce qu'on prépare un match, encore que c'est à discuter chez les jeunes, évidemment, mais vraiment orienté là sur la vitesse. Donc, avec des situations, comme je vous l'ai dit, assez ouvertes qui génèrent des sprints. Et tous vos échauffements peuvent être un petit peu sur ces thèmes-là, donc ils peuvent être un petit peu dissociés. Pourquoi pas se mettre un petit bloc dissocié au début de l'entraînement pour préparer correctement la suite de l'entraînement. Donc voilà comment vous pouvez répartir votre semaine, sachant qu'évidemment, en fonction de la place dans la saison, de la fatigue des athlètes, etc., tout ça, vous pourrez le manipuler comme vous voulez, mais on n'est pas là pour parler de planification. Donc après, si vous allez à plus de 3 entraînements, à partir de 4, je vous proposerai bien sur le cœur de semaine d'avoir plutôt un entraînement orienté énergétique et plutôt un entraînement répété, plutôt orienté accélération. Ça pourrait être intéressant d'avoir ça. Mais en tout cas, vous voyez que plus on se rapproche du match, moins on a des entraînements volumineux et plus ils sont intenses. Voilà. Et sachant qu'aussi les temps de pratique vont descendre au fur et à mesure de la semaine. Logique. Quelle limite un petit peu à ce que je vous ai présenté et sur quoi il faut être vigilant. Donc, la prépa intégrée, forcément, c'est dépendant du niveau du public. Donc, c'est-à-dire sur un public qui ne maîtrise pas trop le rugby, il y aura des règles pas respectées, des ballons qui tombent, des actions arrêtées, ça va être assez haché. Peut-être qu'on n'arrivera pas de suite à atteindre nos données physiques par l'intermédiaire de ces jeux. Donc, il faut d'abord peut-être développer le public sur les différents points importants en rugby, notamment la technique, le tactique et le physique peut-être un peu dissocié. Mais on peut l'intégrer au fur et à mesure dans l'entraînement. Mais il faut le savoir que vous n'allez peut-être pas utiliser ça sur un public de débutants de suite. Ensuite, votre qualité de l'animation, elle est importante. Si vous êtes toujours à stimuler les joueurs, à les aider sur quand il faut produire les efforts, à les encourager, à se dépasser, à encourager les gens à créer une atmosphère de travail, voilà, à se tirer vers le haut les uns les autres. Voilà, c'est vous qui allez un petit peu décider de la dynamique de l'équipe. Donc, si vous n'êtes pas trop présent là-dessus, ça ne va pas être satisfaisant. Voilà. Donc, après, la prépa dissociée associée, elles ne sont absolument pas à bannir parce que ça va être quand même des outils qui vont nous permettre de construire des athlètes performants et du coup des qualités en direction du rugby. Mais on ne peut pas utiliser que ça. On ne peut pas faire que des choses. On ne peut pas faire d'un côté que de la prépa et de l'autre côté que du rugby. Aujourd'hui, c'est pas ce vers quoi on veut tendre. Et après, je vous l'ai dit, la vigilance, quand on a à avoir, c'est important, c'est vraiment l'outil GPS. Ben, ce qui compte, ça va être la communication staff, comment chacun sent les joueurs, les joueuses, comment les discussions qu'on a eues avec l'effectif, les objectifs de travail. Et tous ces outils, c'est vraiment de l'aide à la décision, mais les entraîneurs, les managers restent ceux qui prennent les décisions. Et l'œil du coach est très important. Donc ça, il faut qu'on garde un côté humain malgré les datas qui s'accumulent. Et du coup, c'est intéressant aussi de parler comment je positionne un petit peu la prépa physique dans la formation du jeune, même si je vais être très, très synthétique, forcément. Pour moi, voilà un petit peu la pyramide. Donc, pourquoi une pyramide? Parce qu'on sait que pour développer des jeunes, des bons joueurs, des bonnes joueuses, il faut qu'on commence avec une base très, très large. Le plus on est dans la spécialisation tôt, le plus on crée des athlètes avec des compétences qui sont restreintes. Donc, il faut avoir un champ des possibles énorme au début. Pour moi, ce qui est important chez les jeunes, c'est qu'il y a un maximum de jeux libres.
et vous trouverez des données physiques là-dedans. Il faut les contraindre le moins possible pour moi. Il faut qu'ils s'éclatent le plus possible, ils se dépensent, ils jouent le maximum de situations. Voilà, il ne faut pas que l'encadrement soit une contrainte pour le joueur, pour moi, si on veut qu'il se développe sur tous les plans. Après, si on veut parler un petit peu de physique, ça me paraît pas opportun. On dirait que cette première ligne, c'est école de rugby, voilà, vraiment l'enfance. Ça ne me paraît pas opportun de vraiment parler de préparation physique proprement dite. Mais comment on va la préparer, comment on va l'amener? Moi, il me semble que tout ce qui est coordination, très, très intéressant avec les déplacements animaux, très imagé pour eux, donc assez parlant. Ils vont vite savoir où on veut aller. Alors là, me déplacer comme un serpent, une grenouille, un ours, etc., etc. Et vraiment, ça amène des situations diverses et variées, super intéressantes et super ludiques, surtout qu'on peut mettre des courses sur ce type de déplacement. Les courses d'obstacles, ça c'est magique, c'est ultra ludique et ça marche très très bien. Voilà, tourner des choses, passer sous certaines choses, surtout qu'on peut manipuler des ballons avec les mains, les pieds, etc., etc. Et puis on peut commencer à avoir un petit impact sur le style de vie, c'est-à-dire voilà, commencer à les éduquer, amener sa bouteille d'eau, et puis pourquoi pas prendre une gourde plutôt qu'une bouteille plastique, parce qu'on essaie d'être, et on n'est pas plus bête dans le sport aussi, on essaie d'être éco-responsable, pourquoi pas, tiens, plutôt que de me faire emmener toujours par mes parents en voiture à l'entraînement, pourquoi pas y aller en vélo, enfin voilà, tout ça, ça va permettre de construire les jeunes. Ensuite, on va dire, quand on arrive vers l'adolescence, voilà, ce qui va être important, c'est de commencer à préparer ce travail de force, donc voilà, éduquer aux mouvements de base d'haltérophilie, de musculation, de pliométrie, et le travail dissocié va être utilisé. Pourquoi? Parce que il faut qu'on les éduque un petit peu sur tout ce qui est course. Voilà, l'école de course, c'est quand même super important. Et tout ce qui est combat, au-delà des gestes spécifiques rugby, ben, on va leur apprendre à devenir des meilleurs combattants, qui soient capables d'être plus efficaces au contact, sur les passages au sol, moins se fatiguer, savoir utiliser la force de l'autre, etc. Et par contre, là, j'ai mis 3 plus sur le style de vie parce que c'est un âge qui est important. On se construit en tant qu'homme, en tant que femme. Donc, c'est comment je gère mon sommeil, mon alimentation, l'utilisation des réseaux, de mon téléphone portable. Tout ça, bah, même sans parler de jeunes qui se préparent pour le haut niveau, ça me paraît intéressant de les aider à se construire là-dedans et que le club de rugby ait aussi ce rôle. Voilà. Et puis après, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, vraiment, bah, allez, maintenant les choses, on a développé les niveaux de force à peu près sur tout, bah, maintenant on veut que ça aille vite, on veut que ça aille fort et on veut que ça soit répété à haute intensité. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, cette pyramide, elle n'est pas exhaustive, elle est très critiquable, je le sais, mais ça pose quelques idées et voilà un petit peu ma philosophie. Du coup, je vous dirais, pour passer d'un stade à l'autre, je regarderais moi plus le niveau de compétence que l'âge, en fait. Et ça serait bien qu'on sorte de l'âge. J'ai 12 ans, donc il faut que je travaille mes capacités aérobie, parce que si je ne le fais pas là, je ne le ferai pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt voilà, les niveaux de compétences, les niveaux de maîtrise, les niveaux d'habilité qui font qu'on va augmenter les contraintes sur le joueur et la joueuse. Et aujourd'hui, se centrer uniquement sur l'âge chronologique, pour moi, c'est limitant. Et l'âge biologique, c'est beaucoup plus intéressant. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du retard sur leur développement. On a des jeunes qui sont de fin d'année et qui jouent contre des jeunes et qui, certes, sont de la même année, mais ils ont quasiment un an de différence. Donc, c'est peut-être aussi pas toujours simple pour eux de se développer. Donc, j'essaie de regarder ce qui se fait un peu. Je sais que le football hollandais commence à créer des séances d'entraînement selon l'âge biologique et plus l'âge chronologique des jeunes. Voilà. Donc, c'est des petits billes que je vous lance comme ça. Et du coup, je me dis, est-ce que les créneaux d'entraînement proposés dans les clubs doivent toujours être par catégorie d'âge? Bah, pas sûr. Pourquoi pas ouvrir des créneaux de jeux libres où les pratiquants viennent et font ce qu'ils veulent. Et franchement, c'est prouvé par la littérature scientifique et par notre expérience à tous. Quand on met des enfants d'âge différents sur un terrain, ils sont capables de mettre en place des règles tout seuls. Vous inquiétez pas, les équipes, elles vont être équilibrées et ils vont jouer sans s'arrêter et ils vont aussi énormément se développer. Il y avait des études dans le foot anglais qui prouvaient que les jeunes entraient très tôt dans des entraînements structurés, se développaient moins que des jeunes qui s'étaient entraînés en pratique libre dans la rue avec leurs copains, en fait. Donc moi, ça m'interpelle et je me dis, pour développer sur le plan physique ces jeunes, pourquoi pas les laisser jouer entre eux aussi. Et du coup, des fois, l'encadrement, et j'en fais partie, des fois, on a une contrainte pour le développement physique des jeunes parce qu'on ne les laisse pas toujours s'exprimer comme ils voudraient. En fait, les laisser jouer, je pense que ça pourrait être hyper intéressant.
Et forcément sous autre pratique. Voilà, j'ai parlé plein d'autres sports, plein d'autres pratiques. Je pense qu'il faut être toujours en éveil, là-dessus, de façon à être innovant, à faire des choses simples et qui impactent vraiment nos joueurs et nos joueuses. Voilà et du coup pour conclure